Bonjour, bienvenue et félicitations pour être présent derrière votre écran pour cette troisième masterclass qui maintenant, vous le savez, consiste à essayer de vaincre la quadrature du cercle lorsqu'il s'agit de gérer son entreprise, comme on dit, comment conseiller vie professionnelle, vie familiale, vie sociale. C'est souvent un casse-tête pour beaucoup d'entrepreneurs. Nous avons vu lors des précédents masterclass comment devenir ou comment être un entrepreneur plus performant et plus efficace. Aujourd'hui, nous allons traiter dans ce troisième sujet des règles de base pour viser l'excellence de vos produits ou services. Ou, dit autrement, comment mettre en place un système de qualité performant. Il y a plusieurs éléments qui font le succès d'une entreprise à long terme. Vous le savez probablement. Le premier, naturellement, il s'agit d'être un entrepreneur. Il faut un entrepreneur, sans quoi il n'y a pas d'entreprise. Ensuite, cet entrepreneur a une idée, un produit. Sur la base de ce produit, il faut établir une vision claire pour savoir où on veut aller avec notre entreprise. Et naturellement, pour savoir où aller, il faut une stratégie. Par la suite, et ce que je vous souhaite, si vous n'en avez pas encore, il faut des collaborateurs ou à tout le moins des partenaires si vous êtes indépendant. Des partenaires, c'est vrai que c'est indispensable si vous êtes indépendant, des gens avec lesquels vous allez pouvoir vous appuyer pour vous passer des adresses l'un à l'autre. Et enfin, il faut avoir une très bonne capacité d'adaptation et d'anticipation, les marchés étant tellement volubiles, tellement volatiles, je dirais, et tellement changeants qu'il est nécessaire à notre époque de faire preuve d'anticipation. Mais voilà, tout cela ne sert à rien si le produit ou le service que vous proposez ne répond pas à des standards de qualité élevés. Je ne connais aucune entreprise qui réussit totalement sans avoir mis en place un système de management de la qualité. Alors, qu'est-ce qu'un système de management de la qualité? Autrement dit SMQ, et c'est comme ça que je le formulerai par la suite. Alors, c'est un ensemble de processus et de procédures et de responsabilités documentées. Documentées, ça veut le dire écrit, mis en place pour atteindre et maintenir la qualité dans ses produits ou ses services. Alors, en principe, il se base sur des normes ISO. En principe, la norme ISO 9001 et la norme ISO 14001 qui fournit un cadre pour la gestion de la qualité et de son environnement. Alors, qu'est-ce que la norme ISO 9001? La norme ISO 9001 est une norme internationale qui spécifie les exigences d'un système de management de qualité et elle consiste surtout à garantir que les produits ou les services répondent aux exigences des clients, bien naturellement, et aussi améliorer la qualité. Tandis que la norme ISO 14001 est une norme environnementale qui demande de prendre en compte tout l'écologie qu'il pourrait avoir autour d'une entreprise, recyclage des déchets, etc. Alors, pour une petite entreprise, c'est vrai qu'une certification peut s'avérer coûteuse, voire même exagérée. Mais cependant, pour améliorer la productivité et surtout diminuer les sources d'erreurs, la mise en place d'un système s'inspirant de ces normes est indispensable si vous souhaitez positionner votre entreprise comme une entreprise leader dans la branche d'activité que vous exercez. Quels sont les avantages d'un système de management de qualité? Le premier avantage, c'est naturellement une amélioration de la satisfaction du client. Des processus bien définis, on verra tout à l'heure ce que sont des processus, et contrôlés augmentent la qualité des produits, ce qui conduit naturellement à une grande satisfaction des clients, et ces clients vous seront fidèles. Le deuxième point, c'est une efficacité et une productivité accrue. C'est clair, plus vos processus sont bons, plus vous parviendrez à identifier et éliminer les inefficacités et qui conduit bien naturellement à une meilleure utilisation des ressources et surtout une diminution des coûts. En trois, elle permet de réduire les risques. Alors, en identifiant et en contrôlant les risques liés à la qualité, les entreprises peuvent minimiser les perturbations et les impacts négatifs dans la production et aussi dans la nature en ce qui concerne la norme 14001.
C'est une amélioration continue, naturellement. Ça favorise dans une entreprise la culture d'amélioration, ça encourage l'innovation et on en a parlé précédemment, l'adaptation au changement du marché. Et enfin, des normes un peu plus légales, c'est une conformité réglementaire où les entreprises s'adaptent aux normes légales qui régissent son environnement. Alors, quels sont les outils à mettre en place pour un SMQ? La première chose, c'est la cartographie des processus. Il faut identifier et expliquer sur papier, et nous le verrons tout à l'heure, pourquoi, les processus clés de l'entreprise pour comprendre les flux de travail et les points critiques. On en reviendra tout à l'heure. Idem pour les procédures instructions de travail, c'est créer des documents détaillant les étapes à suivre pour chaque procédure, pour s'assurer de la cohérence et de la qualité. On le verra comment le faire tout à l'heure dans un exemple précis. Il faut mettre en place des contrôles internes, faire des évaluations régulières pour vérifier la conformité aux procédures et identifier naturellement les possibilités d'amélioration. Alors, cela s'appelle une revue de direction et devrait être entreprise idéalement 2 fois par année, une fois si vous êtes peu nombreux, avec l'ensemble des collaborateurs. Ou si vous êtes tout seul, il vous fait faire une analyse. Hein. Et je le dis régulièrement, je le répète, donner la parole à ses collaborateurs sur le fonctionnement de l'entreprise, sur les procédures de travail, qu'ils puissent s'exprimer, permet souvent d'anticiper les problèmes et surtout les valoriser et les responsabiliser. Vous n'êtes pas en permanence au front, ce sont vos collaborateurs qui sont confrontés dans leur quotidien euh, à la fabrication des produits, à la vente, et s'ils peuvent avoir des retours par rapport à certaines incohérences, vous avez tout à gagner. Il y a ensuite des indicateurs de performance à mettre en place, naturellement. Nous le verrons aussi tout à l'heure dans le tableau. La gestion des erreurs, créer des processus pour identifier, documenter et corriger les déviations par rapport aux normes et aux exigences. C'est très important ce point. On a tendance à négliger. Souvent, il y a des erreurs. On essaie de les corriger, parer au plus pressé et ensuite on va de l'avant. Je préconise toujours d'avoir un cahier ou un fichier sur lequel on note les erreurs. Et lorsque vous faites vos revues de direction, vous passez en revue toutes ces erreurs. Est-ce que c'était des erreurs ponctuelles, auquel cas inutile de perdre du temps, ou est-ce que ce sont des erreurs qui sont récurrentes et à ce moment-là, ça peut porter préjudice soit à la productivité, soit à la qualité de votre produit et ça nécessite des mesures correctives. Enfin, il y a la formation et la sensibilisation. Donc, plus vos employés seront formés et sensibles à votre politique de qualité, à l'excellence, et en les impliquant, plus vous serez performant avec votre entreprise et comme on l'a dit, vous atteindrez des niveaux de qualité qui vous permettront d'être leader sur votre marché. Alors, le point crucial, comment mettre en œuvre un SMQ qui s'inspire des normes ISO. J'ai bien dit qu'il s'inspire et non pas pour être certifié ISO. Dans votre cas, c'est probablement pas nécessaire. Alors, le premier point, il faut un engagement clair de la direction. Il faut que vous-même soyez convaincu de cette démarche, que vous arrivez à aussi faire prendre conscience de votre collaborateur de l'importance de viser l'excellence dans vos produits. On l'a dit, des bons produits rendront vos clients plus fidèles. Ensuite, il faut faire une analyse contextuelle et des parties, c'est comprendre les exigences de tous les acteurs de votre marché. Ce sont les clients, mais ce sont aussi les fournisseurs, ce sont les cadres, les collaborateurs et le contexte dans lequel l'entreprise elle opère, pour définir quelles sont les priorités à mettre en place pour le SMQ. Ensuite, naturellement, vient la troisième étape, la planification. Développer un plan détaillé en incluant surtout les ressources nécessaires. Il ne suffit pas de dire je veux faire de la qualité, mais qu'est-ce que cela implique? Est-ce qu'il faut de nouveaux investissements? Est-ce qu'il faut des contrôles supplémentaires? Est-ce qu'il faut des collaborateurs supplémentaires? Maintenant, dans quel délai et surtout, qui va le faire? Et ensuite,
le point suivant qui découle des trois autres, c'est le suivi et l'évaluation. Donc, il faut avoir des contrôles internes et des indicateurs de performance. Nous y reviendrons dans le tableau. Et enfin, l'amélioration continue, c'est utiliser les retours d'expérience de vos clients, de vos collaborateurs, de vos fournisseurs, mais aussi les non-conformités, les résultats des contrôles pour mettre en place des actions correctives, voire même préventives, qui visent à l'amélioration. Les actions préventives, quand vous voyez des retours de clients, vous pouvez dire, ah, attention, là, il risque d'avoir une déviance par rapport aux normes que je m'étais fixées. Donc, les actions préventives sont naturellement toujours plus intéressantes que des actions correctives. Voilà. Donc, en suivant ces étapes pas à pas et en utilisant des outils appropriés, une entreprise peut mettre en place un système de qualité simple qui renforce sa compétitivité et naturellement sa durabilité. Voilà, je vous ai parlé de comment créer des séances dans lesquelles on va pouvoir parler de tous ces points. C'est ce qu'on appelle une revue de direction. Alors, une revue de direction consiste à avoir toute une série de points à traiter que vous trouvez ici, de décrire l'activité, de définir quel était l'objectif de l'indicateur, les méthodes et les mesures, la fréquence des mesures, les responsables et les actions. Alors, prenons premier exemple, les taux d'erreur ou de non-conformité. Dans chaque entreprise qui veut être performante, il faut avoir un contrôle des erreurs dans l'entreprise. C'est-à-dire quel est le pourcentage de produits ou de services qui sont défectueux, qui ne correspondent pas à nos standards. Alors dans ce cas-là, on a dit toute non-conformité doit être inférieure à 2%. Donc, si c'est-à-dire 2% est inférieur, il n'y a pas de nécessité de prendre des mesures. Par contre, si vous êtes à 8% avec votre objectif à 2, alors il faut faire des contrôles internes. En l'occurrence, ici, on l'a dit, des contrôles mensuels. Qui le fait? Si vous avez un responsable de qualité, vous nommez une personne qui est capable de le faire. Et puis, surtout, il faut analyser les causes de ces non-conformités et mettre en place des actions correctives. Un autre point à aborder lors des séances de revue de direction, ce sont d'évaluer la satisfaction des clients. Et je vous l'ai dit, chaque entreprise devrait, et vous voyez que les grandes le font. Alors pourquoi les grandes le font et vous ne le faites pas? Chaque fois que vous achetez un produit, que vous avez eu un contact avec un service, vous avez toujours régulièrement un formulaire, soit en ligne, soit par courrier, qui vous revient en demandant d'évaluer vos taux de satisfaction. Alors, si ces entreprises sont capables de le faire, mais faites-le aussi. C'est important, c'est là que vous aurez les meilleurs indicateurs si vous êtes dans le tir avec vos produits ou pas. Alors, en l'occurrence, là, on a fixé un taux de satisfaction à 90%. C'est difficile de le fixer à 100%, sauf si vous travaillez dans l'aéronautique, l'aviation, dans certains domaines, les instruments de chirurgie, où là, vous devez être proche de la perfection. Et comment vous le mesurez? Dans des enquêtes de satisfaction. Et ensuite, vous analysez les feedbacks pour améliorer les services. Idem pour les taux de retour de clients. Est-ce que vous acceptez des retours de clients? À quel pourcentage? Etc. etc. Vous avez la consommation d'énergie, les niveaux de réclamation. Ça, ce sont des sources d'amélioration, mais importantes et souvent négligées. On a tendance à, lorsqu'un client fait une réclamation, de répondre à la réclamation et ensuite de la mettre de côté. Non. Faites des procédures sur les taux de réclamation, identifiez les causes pour les améliorer. C'est une source d'amélioration, mais facile à mettre en place pour aller vers un système de qualité performant. Ensuite, il y a l'efficacité des actions correctives. On l'a vu ici, vous aviez des actions à mettre en place. C'est mesuré. Est-ce que ces actions ont été mises en place? Et là, naturellement, il faut alors un objectif de 100%. Si vous n'arrivez pas à mettre en place les actions correctives, vous êtes de nouveau sujet à des taux d'erreur. Donc là, c'est absolument important
et de le suivre, etc., etc. Vous avez aussi à contrôler les cycles de production. Par exemple, quel temps vous prend pour créer un produit, pour faire un coaching, etc. Est-ce que vous avez un moyen d'être plus performant? Est-ce que vous pouvez réduire, là on a fixé un objectif de 10% les temps de production, les temps de coaching, et naturellement, tout ça, ça va vous amener des gains de productivité ou bien plus d'heures pour vous consacrer à autre chose. Voilà. D'autres, le taux de formation des employés, l'impact environnemental. Voyez, ici, vous pouvez adapter à vos principaux processus de travail. À vous d'identifier ici qu'est-ce que vous voulez mettre en place comme système de qualité pour qu'ensuite vous puissiez avoir des objectifs. Là, je vous montre le tableau beaucoup plus précis quand vous aurez vos entretiens avec l'ensemble de vos collaborateurs, donc vos séances, je dis idéalement 2 fois par année, mais au minimum 1 fois par année. Alors, quels sont les points que vous allez traiter durant cette séance? Et durant ce tableau devrait être mis à tous les collaborateurs pour qu'ils puissent se préparer. C'est d'abord identifier la performance des processus. Voilà, vous avez mis en place des processus, vos collaborateurs doivent les appliquer. C'est le moment de voir si la mise en place et le respect des processus est réel. Voilà, et avoir les données, comme on a dit, les indicateurs de performance. Ensuite, quels sont les résultats et les conclusions? Et s'il y a dysfonctionnement, quelles sont les actions à entreprendre pour améliorer cela? Avec naturellement des échéances et statuts. Voilà, c'est caché ici. Voilà, les statuts que c'est en cours ou à planifier. Donc, la même chose, donc dans cette séance, voir le taux de satisfaction des clients, de nouveau avec les actions requises, s'il y a nécessité, les conformités réglementaires, les objectifs de qualité environnementaux, si vous en avez, l'efficacité des actions correctives, etc. Voilà, ça c'est un schéma type de séance de revue de direction. Vous allez analyser tous ces points chaque fois avec la description des procédures, qui a été responsable de le faire, quelles ont été les données récoltées, les conclusions. Donc ça, ce sont soit vous, soit vos collaborateurs qui participent à la séance, qui pourront vous le dire si quels ont été les résultats. Est-ce que ce qui a été mis en place aura permis d'améliorer leur productivité ou la qualité de leur travail, etc. Et si c'est pas le cas, quelles sont les actions requises pour remédier pour la prochaine séance. Voilà, alors ces tableaux sont indispensables si vous voulez posséder un outil de suivi qui assure que tous les aspects critiques de vos systèmes de management de qualité et l'environnement sont régulièrement examinés et améliorés. Il ne faut pas qu'il y ait un domaine clé de votre entreprise. Ça peut être le magasin, ça peut être sur un chantier, ça peut être dans le dépôt, en usine ou aussi au bureau, dans des processus d'achat. Il faut que tous vos procédures et processus puissent être examinés. C'est clair que c'est un peu contraignant au début. Je le dis, il vous faut à peu près 3 à 4 mois, disons, disons une grosse semaine de travail pour le mettre en place. Mais c'est pas très difficile. Mais après, je vous garantis que les résultats à long terme vont transformer positivement votre entreprise. Voilà. Comment implanter un SMQ? Comme je l'ai dit, il s'agit de bien identifier au sein de votre entreprise toutes les procédures et les processus de travail et de les écrire. Pourquoi et de les écrire? Eh bien, c'est simple à comprendre. Cette action permet le transfert du savoir de la tête du collaborateur sur papier ou sur fichier. Donc, le transfert du cerveau de collaborateur au transfert sur papier. Pourquoi? Cela évitera lors de la démission du collaborateur que son savoir-faire développé depuis des années s'en aille avec son départ. C'est assez simple à comprendre. Vous avez mis en place des processus de travail, vous avez donné des instructions à vos ouvriers de travail.
il s'aperçoit dans la pratique quotidienne que certaines instructions ne correspondent pas. Alors, dans un souci de bien faire et d'éviter des erreurs, il va le corriger automatiquement, mais sans forcément vous avertir. Ben, vous voyez où je veux en venir. Le jour où ce collaborateur s'en va et qu'il n'a pas mis par écrit qu'est-ce qui devait être modifié dans le processus de travail, ben, le collaborateur suivant va arriver et va refaire les mêmes erreurs que lui a fait. Donc, c'est tout simplement ça. Les processus, c'est d'expliquer au collaborateur qu'est-ce qu'il fait étape par étape et si possible de pouvoir le coucher sur papier. Comment le faire? On va le voir maintenant. Mais avant ça, quelles sont les différences, me direz-vous, entre des procédures de travail et des processus? Alors, les procédures de travail, ce sont des instructions détaillées et spécifiques sur la manière d'exécuter une tâche ou une série de tâches. Elles fournissent des étapes claires, des critères et une méthodologie pour assurer que les tâches sont exécutées de manière cohérente et efficace. Alors, elles sont souvent utilisées pour des tâches répétitives. Tandis que les processus, ce sont des activités qui sont interdépendantes et qui transforment les éléments d'entrée en éléments de sortie. Par exemple, vous fabriquez des smartphones. Alors, l'entrée, c'est dans la fabrication, dans un processus de fabrication d'iPhone, l'entrée, c'est tous les matériaux qui sont étalés sur la table. Ça, c'est l'entrée. Ensuite, le processus vise à déterminer toutes les étapes nécessaires à la création d'un smartphone. Naturellement, là, je pense qu'il y a plusieurs processus parce que c'est quelque chose d'assez complexe. Mais enfin, on peut imaginer tout ce qu'il faut faire comme étape pour arriver à la fin, donc à la sortie, à un smartphone qui correspond aux standards que vous avez voulu. Voilà, on va le voir maintenant de manière plus pratique. Alors, voyons déjà ce que c'est qu'une procédure de travail, par exemple pour le ponçage d'une fenêtre en bois. Alors, le titre de la procédure, c'est le ponçage de la fenêtre. L'objectif, c'est s'assurer que toutes les fenêtres en bois sont poncées de manière uniforme et prêtes pour la finition. Alors, on détermine un responsable, naturellement, c'est celui qui va poncer les fenêtres. Alors, quelles sont les étapes? La première étape, ce sont naturellement la préparation. Et vous voyez ce que c'est qu'une procédure, c'est vérifier que tous les équipements de protection individuelle, parce que des ponçages, ça produit de la poussière, donc les lunettes, des masques anti-poussière, des gants, etc., que tout ça sont portés par les gens. Assurez-vous aussi que la zone de travail est propre et exempte de débris. C'est clair que plus il y a de chenilles sur votre table, plus votre fin établie, plus ce sera difficile de faire un travail de qualité. Ensuite, ben voilà, la sélection du papier de verre, puisqu'on parle de ponçage. On dit utiliser du papier de verre grain 80 pour la première étape et ensuite passer au 120 pour le ponçage final. Et le ponçage, voilà une procédure, commencer par poncer dans le sens du grain du bois et le papier. Donc vous voyez, on explique comment faire pour poncer de manière optimale une fenêtre. Ça, ce sont des procédures de travail. Et une fois terminé, on dit qu'il faut nettoyer la surface avec un chiffon pour enlever la poussière. Et ensuite, ben voilà, ça, c'est un processus spécifique. Maintenant, la différence avec un processus, il y a encore deux autres points. Oui, naturellement, il faut inspecter à la fin, s'assurer que il n'y a pas de traces de ponçage visibles et si oui, apporter les corrections nécessaires si des imperfections sont détectées. Et enfin, procéder au nettoyage de la zone de travail, éliminer les déchets pour, lors de l'arrivée de la prochaine fenêtre, que vous soyez bien préparé et ranger les outils et le matériel. Voilà. Et les critères de qualité, la surface, naturellement, doit être lisse, sans aspérité ni trace visible de ponçage de votre fenêtre et doit être prête pour l'étape suivante, la fabrication. Alors, passons maintenant au processus. Alors, vous avez vu ce que c'était une procédure, on décrit comment le faire, tandis que le processus décrit la suite de travaux. Alors, en l'occurrence, là, c'est comment fabriquer une fenêtre en bois. Avec un objectif, produire des fenêtres en bois de haute qualité conformes aux spécifications et aux exigences du client, si vous avez un cahier des charges.
Alors, la première étape, et on le voit, c'est le processus commence par la réception des matériaux. Alors, avant de commencer, c'est comme quand vous achetez des meubles chez Ikea ou Conforama ou Ranger, vous devez quand même vérifier que vous avez bien un mode d'emploi et que vous avez tous les matériaux nécessaires pour la fabrication. En l'occurrence, le bois, le verre, la quincaillerie, etc. Ensuite, stocker de manière adéquate pour éviter tout démage. Ensuite, l'étape suivante, c'est le découpage du bois en utilisant les plans et les mesures aux dimensions requises. Contrôler la qualité pour vérifier la précision des découpes. Si vous avez une fenêtre à 105 cm,2, il faut vraiment que votre fenêtre ait ces dimensions. Sinon, il faut revenir en arrière. Ensuite, c'est le processus de fabrication passe par l'assemblage du cadre pour former le cadre de la fenêtre, l'utilisation des fixations appropriées, que ce soit de la colle, des clous, des vis, l'inspection du cadre pour s'assurer de la solidité et de ses dimensions sont correctes. Donc, vous voyez la différence entre une procédure où on nous explique comment travailler et là, on vous dit qu'est-ce qu'il faut faire. Ensuite, le ponçage, l'application de la procédure de ponçage pour lisser la surface du bois. Enfin, la finition, application du vernis ou de la peinture, alors quel vernis, quelle peinture, vous l'aurez défini dans les procédures. Et le cessage dans les conditions contrôlées pour s'assurer d'une finition de haute qualité. Et la sixième étape, une fois que vous avez créé votre cadre de fenêtre, ben, naturellement, il faut installer le verre dans le cadre et s'assurer qu'il n'y a pas de fissure ou de défaut. Et enfin, un contrôle final. Le collaborateur devra s'assurer que la fenêtre correspond en tout cas à ce qui a été demandé. Dans les grosses entreprises, ça c'est un processus de travail différent. Et puis naturellement, des tests fonctionnels pour vérifier l'ouverture et la fermeture sans problème. Ça, vous le savez. On le voit quand vous achetez une voiture ou achetez un produit, il y a toujours des tests pour s'assurer. Donc, on le dit bien, un processus a un début et une fin. Le début de ce processus, c'est la réception de votre matériel et la fin, c'est une fois que votre fenêtre est terminée. Et une fois que votre fenêtre est terminée, ben, on peut passer au processus suivant. C'est peut-être le stockage dans l'entrepôt ou l'expédition chez le client qui fait l'objet d'un nouveau processus. Donc, vous comprenez maintenant un peu plus la différence entre procédure et processus et surtout, chaque processus a un début et une fin. Alors, le processus en amont de la fabrication de la fenêtre, eh ben, c'est la fourniture du bois où on va s'apprévisionner, comment on stocke, comment on achemine le bois sur l'établi. Voilà. Et les critères de performance, ce sont les respects des délais de production et de livraison. Et puis, par exemple, là, on a dit un taux de retour client inférieur à 1%. Et naturellement, on en a parlé deux fois préalablement, une satisfaction des clients basée sur des enquêtes post-livraison. Voilà, ici, je vous explique de manière un peu plus approfondie les processus. Vous aurez l'occasion de le lire puisque vous pourrez télécharger ce document. Donc, en conclusion, pour une petite entreprise qui souhaite s'inspirer des normes ISO 9001 et éventuellement 14001 pour viser l'excellence sans avoir les moyens de mettre en place une certification officielle, il est important de se concentrer sur, je vous l'ai dit, les principaux processus de travail de la gestion de la qualité. Dans toute entreprise, vous avez des processus clés. Vous avez une entreprise de construction, c'est l'entretien des véhicules, ça peut être les achats des matériaux, ça peut être la fabrication sur les chantiers, ça peut être la remise, ça peut être aussi la facturation. Tout ça, ce sont des processus qui sont bien définis et que vous devez mettre en place. Par exemple, la facturation, on l'a vu lors d'une précédente masterclass, il serait nécessaire de mettre en place une procédure de facturation. Alors, quand commence un processus de facturation, c'est quand le travail est terminé, quand la personne qui doit facturer a tous les éléments qui sont là pour pouvoir faire la facture. Et quand se termine le processus, c'est est-ce que quand la facture a été envoyée ou quand la facture a été encaissée. Tout ça, c'est vraiment important de mettre. Et ces pratiques, ben, elles guident l'entreprise
à être plus efficace, plus durable et surtout centré sur la satisfaction des clients. Alors, j'aime bien prendre cette image de votre entreprise, c'est un petit peu comme un jardin. Un jardin, vous le savez, comme moi, nécessite une planification minutieuse, savoir quand planter les semis. Il y en a certains qui doivent être plantés en mars, en avril, en mai. Ensuite, il y a un soin constant à apporter pour éviter les mauvaises herbes et une adaptation permanente aux conditions changeantes de la météo pour prospérer. Dans votre entreprise, l'amélioration continue de vos processus de fabrication peut vous aider à cultiver un environnement de travail où la qualité et la satisfaction des clients fleurissent. Voilà. Alors, je vous ai résumé ici les points clés à retenir pour la mise en place d'un système de qualité. C'est développer une culture de qualité, c'est d'avoir une documentation, une description par écrit des processus et des procédures. Je vous l'ai expliqué pourquoi. Ça garantit la cohérence et facilite la formation de vos employés. Donc aussi l'amélioration continue, la gestion des ressources. Assurez-vous que votre personnel est formé et que vos équipements sont bien entretenus pour éviter des interruptions ou des inefficacités ou des grosses casses. Et le contrôle de la qualité est le résumé de l'environnement. Voilà, la mise en pratique maintenant, c'est, je vous l'ai dit, identifier et documenter les étapes clés dans vos processus de fabrication d'entreprise. On en a parlé tout à l'heure, il peut y avoir un processus d'achat, un processus de fabrication, un processus de facturation, il peut y avoir un processus de suivi de débiteurs, un processus de contrôle d'un dépôt ou d'un magasin, etc., etc. À vous, je pense que dans des petites entreprises, il doit y avoir une dizaine de processus clés que vous devez mettre en place. Et idem, décrire comment travailler, former, sensibiliser vos collaborateurs et puis naturellement le suivi. Voilà. Donc, vous le voyez, viser l'excellence ne nécessite pas toujours des ressources considérables ou une certification officielle. En adoptant les principes que je vous ai décrits, votre entreprise établira une base solide pour sa durabilité. Alors, continuez à semer des graines de l'excellence et vous récolterez, vous verrez, les fruits d'une entreprise prospère et respectée à la fois par vos clients et votre communauté. Maintenant, une dernière petite histoire pour illustrer tout ce que je viens de vous dire. C'est l'histoire d'une peinture mystérieuse. Dans une petite ville côtière, un jeune artiste nommé Léo était connu pour son talent exceptionnel et ses curiosités sans bornes. Il passait ses journées à peindre des paysages magnifiques ou des portraits, mais il avait toujours cette question en tête sur l'essence de l'art et de la créativité. Un jour, il décida de rendre visite à une artiste rénommée, appelons-la Isabella, qui vivait dans une maison perchée sur une colline surplombant la mer. Naturellement, ça facilite la réflexion. Et puis, elle était non seulement célèbre pour ses œuvres, mais surtout pour sa sagesse et ses réponses parfois mystérieuses. Alors, Léo approche Isabella et dit, Madame, euh, vous qui avez tant d'expérience, pouvez-vous m'aider à répondre à une question qui me tourmente? Bien sûr, mon cher, quelle est ta question? J'ai ici une toile vierge, dit Léo en montrant la grande toile blanche, et je me demande si elle peut devenir un chef-d'œuvre ou non. Isabella le regarda avec bienveillance, réfléchit un instant et répondit, Mon cher Léo, je ne peux pas te dire si cette toile deviendra un chef-d'œuvre. Ce que je sais, c'est que son destin est entre tes mains. Donc, il en va exactement pour vous. Je ne sais pas ce que vous allez faire de la matière que vous avez appris dans cette masterclass, mais ce qui est certain, c'est que c'est tout entre vos mains et que l'avenir de votre entreprise est entre vos mains. Si vous souhaitez aller plus loin et mettre en place un système de management de la qualité performant et que vous avez de la peine à le faire, n'hésitez pas à me contacter. Vous savez que j'ai un master dans ce domaine. Je pourrai, le cas échéant, vous fournir les documents nécessaires. Vous avez l'adresse email pour me contacter. Mais en tout cas, quelle que soit votre décision, et j'espère que vous pouvez vous débrouiller seul ou
en ayant recours à un consultant ou à moi-même. Je vous souhaite plein succès dans vos affaires et surtout de pouvoir gérer une entreprise qui soit performante. Merci et à très bientôt.